publications que nous avons vu hier qu'elles ont fait partie de l'histoire de la Colombie. Et c'est le prix payé par le peuple colombien aux structures économiques et sociales qui façonnent le pays et aux conflits qu'elles engendrent. Le Venezuela, qui est proche géographiquement, historiquement, culturellement de la Colombie, a joué un rôle très important dans ces migrations et peut-être même un rôle fondamental. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, pour traiter ces problèmes ou cette question, il y a à mes côtés Hernando Calvo Ospina, perdón. Qui est colombien, exilé politique en France depuis bien des années. Il est journaliste et écrivain. Ses publications concernent essentiellement la révolution cubaine, la Colombie, le Venezuela et la politique des USA vis-à-vis de l'Amérique latine. Il écrit également dans le monde diplomatique, a réalisé plusieurs films documentaires pour la BBC, Arte, la RT et une chaîne allemande. On peut le retrouver fréquemment aussi dans le club de Mediapart. Et puis, Maurice Lemoine. Ici, on ne le présente plus. Mais enfin, je vais le présenter quand même. Il est aussi journaliste et écrivain, ex-rédacteur en chef du monde diplomatique. Passionné par l'Amérique latine depuis toujours, il a côtoyé la plupart des mouvements révolutionnaires de cette région du monde. Ses nombreux livres et reportages traitent de géopolitique et de réalités humaines, souvent avec une ironie montante. Non, merci. Et on peut le retrouver aussi longuement sur le site Mémoire des luttes, que je vous conseille, très intéressant. Mémoire des luttes, très bien. Bon, maintenant, Hernando Calvo Ospina. Ma première question, ce sera sur le déplacement interne des populations rurales. On sait que ce sont les conséquences de violence, mais il serait très intéressant que tu puisses nous expliquer quels intérêts elles servaient et elles servent. Et aussi, quelle a été l'implication des gouvernements de la Colombie dans cette migration interne. Bonjour. Me ont demandé de parler en espagnol parce qu'il n'a pas confiance en la qualité de mon français. Je comprends et je remercie qu'ils m'ont demandé de parler en espagnol alors que parler en espagnol. Pour moi, c'est plus simple. Et voilà. Je crois que c'est l'idée de Maurice. Je suis presque sûr que c'est Maurice qui a demandé que je parle en français, en espagnol. Ils m'ont demandé de parler en français parce qu'ils n'ont pas confiance dans mon espagnol. Ah, bueno. Estoy muy contento de estar con Maurice, que ya hemos compartido bastantes mesas. Y yo siempre le digo a él, habla tú, firmo yo. Porque siempre tenemos casi el mismo discurso. Solamente una vez no estuvimos de acuerdo y diferimos el problema con una cerveza de por medio y nunca más hemos tenido problemas. Donc, je suis très heureux de partager cette table avec Maurice. C'est pas la première fois qu'on intervient ensemble. Je lui dis toujours, c'est toi qui parles et c'est moi qui signe, parce qu'en général, on est toujours d'accord. Et une seule fois, on n'était pas d'accord, mais après, on a bu une bière ensemble et tout s'est arrangé. Yo creo que la primera migración que hubo fue de Venezuela hacia Colombia. Y fue cuando Simón Bolívar llegó a Colombia para librarlo. Si no hubiera sido por Simón Bolívar y los venezolanos
a Colombia le hubiera tomado todavía muchos años más para poderse quitar el yugo español. Resumiendo, Venezuela casi liberó a Colombia del yugo español. La première migration, je dirais que c'est une migration qui se fait du Venezuela vers la Colombie. C'est lorsque Simón Bolívar arrive en Colombie pour libérer la Colombie. En fait, si Simón Bolívar n'avait pas libéré la Colombie, ça aurait pris beaucoup plus d'années pour cette liberté. Y los colombianos le pagaron también a Bolívar, que intentaron matarlo 3 veces, hasta que por pura decepción Bolívar murió. Les Colombiens, en échange, ont bien mal payé Bolívar puisqu'ils ont essayé de l'assassiner 3 fois. Et la dernière fois, il est mort. Y por decepción de... Parce qu'il était tellement déçu qu'il en est mort. Yo conocí a Venezuela de una manera poco agradable, la palabra Venezuela. Yo tenía 10 años y acababa de terminar la primaria. Cuando yo tenía una novia muy linda, una cachetona, gordita, de lo más de linda, que llamaba María Teresa. Y María Teresa me dijo que nuestro noviazgo, con 10 años, se terminaba porque se iba para Venezuela con sus padres. J'ai connu Venezuela, le mot Venezuela, d'une façon très, très particulière. J'avais 10 ans, j'étais à l'école primaire et j'avais une fiancée qui s'appelait Marie-Thérèse, qui avait de belles, bonnes joues, qui était un petit peu rondelette. Et elle a dit, il faut mettre fin à nos fiançailles parce que je pars au Venezuela. Y se iba con sus padres para Venezuela porque eran pobres. Y en Venezuela iban a tener mejor vida. Ese día me di cuenta que nosotros éramos pobres. Porque nosotros vivíamos tan felices que nunca supimos que éramos pobres. Y vivíamos en uno de los barrios más pobres de mi ciudad, Cali. Ce jour-là, elle m'a dit qu'elle partait avec ses parents. Ses parents étaient pauvres et donc ils partaient au Venezuela parce qu'au Venezuela, ils auraient une meilleure vie. Ce jour-là, j'ai aussi découvert que nous étions pauvres, que moi j'étais pauvre, mes parents étaient pauvres, parce que nous vivions tellement heureux dans le quartier pauvre de Cali, on s'en était pas aperçu qu'on était pauvres. Ellos viajaron, después me di cuenta, entonces yo detesté Venezuela. Yo no sabía qué era Venezuela, pero yo detesté Venezuela, que se me llevaba a mi cachetona. Donc j'ai détesté le Venezuela. Je ne connaissais pas le Venezuela, mais je l'ai détesté parce qu'il me prenait ma fiancée aux belles joues. Luego, cuando estuve en secundaria, que era un colegio mitad pobre, mitad de la pequeña burguesía en Cali, muchos compañeros también se fueron para Venezuela. Y me di cuenta que el problema entonces con Venezuela ya era muy grande. O el problema de Colombia era muy grande, que se tenían que ir para Venezuela a dejar de ser pobres, hasta los de la clase media. Ensuite, j'étais au collège et plusieurs de mes camarades sont partis aussi au Venezuela. Donc là, j'ai compris que le problème était beaucoup plus important, le problème avec le Venezuela, ou plutôt le problème colombien, puisque même la classe moyenne, la petite classe moyenne devait partir pour sortir de la pauvreté. Nosotros vivíamos en Cali. Para llegar a Venezuela hay que atravesar todo el país, de occidente a oriente, más o menos 1500 kilómetros, 30 horas de viaje en bus. Y eso hicieron todas esas personas que salieron de Cali, sobre todo para llegar a San Antonio del Táchira, que es la primera ciudad de esa zona en Venezuela. Donc je vivais à Cali et pour les gens qui partaient au Venezuela devaient traverser tout le pays, de l'Occident vers l'Est, vers l'Orient. Ce sont 1500 km, 30 heures de bus pour arriver à San Antonio del Táchira. Ahora, esa era una migración económica, pero como ayer lo explicaban, me lo decían los compañeros, la primera migración que existió fue la migración debido a la violencia política en Colombia, que lleva a la violencia política en Colombia, lleva desde que Colombia se llama Colombia. Desde que se llama Colombia, Colombia es violencia. Mais en fait, la première migration, cette migration-là, c'est une migration économique, mais la première migration vraiment de Colombiens vers les Vénézuéliens, c'est une migration politique, due à la violence politique, et qui existe depuis que la Colombie s'appelle la Colombie. Bueno, ayer se hablaba de esto, el 9 de abril de 1948, cuando matan al líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, que comienza una violencia generalizada en Colombia. Violencia ya existía, pero con Jorge Eliezer Gaitán se vuelve
nacional y muy fuerte esta violencia, y sobre todo los campesinos necesitan salir y refugiarse en Venezuela. Donc hier on a parlé du 9 avril 1948, c'est le jour où Jorge Eliezer Gaitán est assassiné et débute une violence, je dirais, généralisée, nationale, complètement nationale, et les paysans doivent quitter la Colombie pour se réfugier au Venezuela. Se habla de que en Colombia la primera guerrilla fueron las FARC, pero la primera guerrilla que existió en Colombia fueron la guerrilla de los Llanos Orientales, que eran guerrillas del Partido Liberal. No eran guerrillas comunistas, eran guerrillas liberales. Y estas guerrillas, cuando el ejército las fue a atacar, los venezolanos las apoyaron con comida y con lo necesario a nivel de logística para poder soportar los ataques del ejército colombiano. On a dit que les FARC étaient la première guérilla, mais en fait la première guérilla qui voit le jour en Colombie, c'est une guérilla qui naît dans los Llanos Orientales, dans les plaines de l'Est. C'est une guérilla libérale, et lorsque l'État attaque cette guérilla, les Vénézuéliens l'aident, leur passent de la nourriture et les accompagnent. Y toda la mayoría, como decía, esta mayoría de colombianos se dirigen hacia Venezuela, a la parte occidental de Venezuela, y comienzan a poblar toda esta región que es desde arriba de la Guajira y más o menos hacia los llanos orientales venezolanos. Y eran por miles que llegaron después a ser millones. Donc tout ce déplacement de Colombiens vers le Venezuela se fait vers la partie occidentale du Venezuela, depuis la Guajira jusque vers l'est, et ces Colombiens commencent à peupler toutes ces vallées. Hay algo muy importante en esta migración colombiana y es el boom del petróleo venezolano. El petróleo venezolano tiene también mucho que ver en esta migración, además de todos los problemas colombianos, de la violencia y los problemas económicos. Pero el petróleo también fue fundamental en esta migración. Et aussi un autre élément très important dans cette migration qui a commencé avec des milliers de personnes qui ensuite ont été des millions de personnes. Et cet élément, c'est le boom du pétrole au Venezuela. C'est un élément fondamental dans la migration. Y para entender esto voy a hacer rápidamente no el historial del petróleo en Venezuela, sino algunos puntos importantes de lo que fue el petróleo en Venezuela. Et pour comprendre un petit peu l'importance de cet élément, je vais aborder plusieurs points de cette histoire du boom du pétrole au Venezuela. Ya en 1875 hubo un terremoto en la zona del Táchira, en la zona fronteriza con Colombia, un tremendo terremoto que hizo surgir el petróleo automáticamente de la tierra. En 1875, il y a un tremblement de terre qui a lieu dans le Táchira, donc à la frontière avec la Colombie, et qui fait surgir le pétrole. Y en una hacienda con este petróleo comenzaron a producir una especie de alquitrán para arreglar calles, para hacer muchos trabajos y también para comenzar a producir un poco de petróleo. Y se funda por primera vez en Venezuela la compañía petrolera del Táchira, que fue la primera compañía petrolera que existió en Venezuela. Era una compañía de una finca, de una hacienda. Dans une ferme, il y a le pétrole apparaît et donc on commence à faire du goudron. Et puis on commence à produire du pétrole et c'est la naissance de la première compagnie pétrolière du Táchira du Venezuela. Atrás de esto, lógicamente los Estados Unidos y los europeos tienen un olor para el petróleo increíble, pero es increíble el olor que tienen. Y llegó la compañía inglesa holandesa que se llamaba la Caribbean Petroleum Company, pero que tenía que ver era con la famosa compañía petrolera Shell, que lo conocemos, creo que todo el mundo conoce la Shell. Eso fue en 1914. En 1914, les États-Unis et l'Europe, qui ont bondé pour sentir le pétrole, arrivent et donc on a la première compagnie qui est la Caribbean Company de pétrole et derrière cette compagnie, il y a en réalité la Shell. Llega la Primera Guerra Mundial y el señor Churchill,
ustedes conocen, era el gran jefe del almirantazgo inglés, decide que los barcos ingleses de la Armada inglesa tenían que dejar de utilizar el carbón para utilizar petróleo. Y Venezuela se volvió un punto importante de recuperación de petróleo por el lado de los ingleses. Avec la Première Guerre mondiale, Churchill décide que les bateaux, au lieu de continuer à fonctionner avec du charbon, doivent utiliser le pétrole, et donc le Venezuela devient un point important pour cet approvisionnement de pétrole. En 1917 se hace la primera refinería en Venezuela, pero sucede algo todavía que lanza a Venezuela realmente al mundo petrolero mundial, y fue en 1922, cuando de la nada explotó la tierra, y la tierra botó petróleo durante 72 horas, botó millones y millones de litros de petróleo. Llovía, y eso fue en el lado de Maracaibo, llovía petróleo durante 72 horas. En 1917 est créée la première raffinerie de pétrole au Venezuela, et il y a un événement encore plus important qui est en 1922, qui a propulsé le Venezuela à un rang très important pour le pétrole. C'est une explosion de la terre. Pendant 72 heures, la terre a vomi, a fait jaillir des millions de litres de pétrole. Le pétrole pleuvait, on était à Maracaibo. Y esto lógicamente atrajo a las petroleras, en este caso a las gringas, y en este caso a las petroleras del gran camarada Rockefeller. Et tout ça, bien sûr, a attiré toutes les grandes compagnies pétrolières, les grandes compagnies pétrolières des États-Unis et de l'ami Rockefeller, bien sûr. Para 1930, los Rockefeller y las empresas estadounidenses Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina de inversiones estadounidenses, del lado de Rockefeller y de las otras empresas estadounidenses. En 1930, Rockefeller et d'autres compagnies font du Venezuela le premier pays pour les investissements. Llegó la Segunda Guerra Mundial, y ustedes no lo han de creer, pero el 60% del petróleo que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, los países aliados, salió del suelo venezolano. El 60%. Avec la Deuxième Guerre mondiale, c'est 60% du pétrole qui est utilisé par les Alliés qui vient du Venezuela. Y ya los colombianos estaban, para 1950, ya los colombianos lógicamente estaban entrando a Venezuela a buscar primero seguridad y luego trabajo. En 1962 comenzó lo que se llama el primer boom del petróleo en Venezuela, y Venezuela, sobre todo esa región occidental de Venezuela, se llenó de colombianos, que era por la violencia en ese momento, pero que también estaban lógicamente atraídos por el petróleo y lo que estaba produciendo Venezuela. À partir des années 50, les Colombiens vont vers le Venezuela. Ils y vont à la recherche de sécurité, ils fuient la violence, ils vont aussi pour chercher du pétrole, pour chercher du travail. Et en 1962, tout ça, ça connaît un grand essor avec le boom pétrolier de 1962. ¿Qué pasa con esta migración? Porque fue una migración masiva que dije, comenzó con miles y terminó en millones, de los que no se habla. Y aportaron tanto los colombianos que cambiaron hasta el sistema de comida de los venezolanos de esa zona. Cambiaron el sistema de sembrados en esa zona, porque hasta ese momento la mayoría de colombianos que llegaban eran campesinos. Pero también llegaron profesores y profesoras campesinas, expulsadas por la violencia, que también entraron a aportar a la educación venezolana. Estoy hablando de los 50 y de los 60 y parte de los 70. Que se passe-t-il avec cette migration massive, puisque on est en train de parler de millions de Colombiens qui arrivent dans cette région occidentale de la Colombie. Ces Colombiens vont faire plusieurs apports. D'abord, un apport au niveau culinaire, de la façon de manger, mais aussi au niveau de l'agriculture, puisque la plupart étaient des paysans. Et aussi, il y avait de nombreux professeurs et professeurs des campagnes
qui vont faire des apports importants à l'éducation vénézuélienne. On est en train de parler des années 50, 60 et une partie des années 70. O sea, los colombianos, y además llegaron hasta Caracas, pero el mayor efecto, y hasta el día de hoy, está en esta parte occidental de Venezuela. Hay una cuestión que es a finales de los 70, no, perdón, a mediados de los 70, comienza una campaña contra los colombianos en Venezuela, porque comenzaron a llegar bandas de delincuentes a Venezuela, comenzaron los robos que dicen los venezolanos que no existían en ese momento, y los colombianos comenzaron a ser mal vistos. Paralelo a eso, los terratenientes venezolanos, más la policía, comenzó a perseguir bajo este pretexto a los colombianos. Los esperaban a las salidas de los cines, los iban a capturar en los bares. Fue una campaña muy fuerte contra los colombianos, donde la mayoría nada tenía que ver con la delincuencia, pero que así comenzó una rabia y una especie de xenofobia contra los migrantes colombianos. Les Colombiens arrivent surtout dans la partie occidentale, mais ils vont jusqu'à Caracas, bien sûr. Et au milieu des années 70, on note qu'il y a eu une campagne contre les Colombiens, parce que dans les Colombiens qui ont passé la frontière, il y a aussi des délinquants, des bandes qui commettent des vols. Et alors les Colombiens commencent à être mal vus. Il y a une campagne très importante. Les propriétaires terriens, par exemple, les poursuivent, les attendent à la sortie des cinémas, dans les bars. Et il y a une campagne très xénophobe contre les Colombiens. Hay algo que quería decir. El boom petrolero en Venezuela fue tan importante, habían tantos dólares, a pesar de lo poco que dejaban las transnacionales petroleras, era tanto para Venezuela, que una botella de leche costaba más que una botella de whisky. Y era más fácil ir a Colombia a comprar que comprar en Venezuela, porque era más caro todo. Y la carne, Venezuela tiene llanos como en Colombia, inmensos, pero era mejor ir a comprar la carne a Colombia, que era mucho más barata, que comprarla en Venezuela, porque en Venezuela había demasiado dinero, demasiados dólares. Te repito, era más barato una botella de whisky que una botella de leche. Pour comprendre le boom pétrolier, son importance, malgré le fait que la plupart des ressources de ce boom pétrolier allaient aux États-Unis et ne restaient pas au Venezuela, il faut penser par exemple qu'une bouteille de lait était plus chère qu'une bouteille de whisky. La viande, on est en train de parler de l'Occident du Venezuela, c'est une zone où il y a des plaines avec de l'élevage. Eh bien, les gens allaient acheter la viande en Colombie parce qu'elle était moins chère qu'au Venezuela. Llegan los años 80 y en Colombia se multiplica, sobre todo después de que llega el señor Ronald Reagan al gobierno, multiplica la cuestión de la mafia. Los Estados Unidos descubren que en Colombia había carteles de la mafia. Y esta mafia, que creció gracias a la ayuda de los Estados Unidos, gracias a la ayuda del gobierno de Ronald Reagan y el señor Bush después, comenzó a trasladarse a Venezuela y comenzó a utilizar a Venezuela como puente para mandar la cocaína hacia Europa. Y es una pena que no haya tiempo para comentar en qué ha afectado este tráfico de droga desde Colombia a un sector de colombianos y sobre todo a Venezuela. Pero esto marcó también una etapa muy importante en esta migración colombiana, porque ya no era solamente la pobreza, no es solamente la violencia política, sino ahora llegó el problema para Venezuela de la mafia colombiana. Avec les années 80, on a une multiplication de ces groupes, dont on parlait, ces groupes des mafias. Ces mafias qui sont aidées, qui sont propulsées par les États-Unis, par Reagan et ensuite par Bush. Et donc ces mafias colombiennes passent au Venezuela et elles vont envoyer la drogue vers l'Europe. Ça serait intéressant d'étudier quel a été l'impact de ce trafic et de ces mafias vers le Venezuela. Donc ici maintenant, on a une migration qui est causée non seulement par la pauvreté, non seulement par la violence, mais aussi par les mafias colombiennes. Hay dos puntos de ingreso de colombianos, o de paso binacional
de Colombia a Venezuela, Venezuela a Colombia, que es uno por el Táchira y otro por hacia el norte, por Maracaibo, cerca donde está el famoso lago. Es por donde los dos puntos más importantes del cruce de binacional de colombianos y venezolanos. En el norte hay una particularidad que ahí existe una nacionalidad que son los indígenas guayú, donde ellos no reconocen la frontera. Los guayú han sido particulares y han sido comerciantes en toda su historia. Para darles un dato, en 1580 creo que es, han sido todavía España estaba gobernando. A los guayú les importó 3 pepinos que Colombia y Venezuela hicieran parte de España. Hicieron el primer protocolo de negociación con los holandeses. Nunca había existido y creo que no ha existido otro. Los sitios guayú viajaban desde Venezuela y Colombia, era el mismo terreno, hasta las islas de Aruba, Curazao, que son colonias holandesas, y negociaron y firmaron un tratado comercial con Holanda. Claro, aprovecharon que Holanda no tenía buenas relaciones con España, pero ha sido el único caso que yo he conocido que se dé. Que usted esté bajo el mando español y se vaya a negociar con los holandeses. Un élément important, on a deux points de passage des binationaux, colombiens et vénézuéliens. Le premier qui est le Táchira et le deuxième au nord qui est Maracaibo. Au nord, on a les communautés Wayuu, qui sont des communautés qui sont commerçantes de toute la vie et qui, elles, ne reconnaissent pas les frontières. Les Wayuu se déplacent du Venezuela en Colombie, pour eux, il n'y a pas de frontières. Ce sont des commerçants, à tel point qu'en 1580, alors qu'on est encore sous le commandement et la couronne espagnole, les Wayuu négocient directement avec les Hollandais. Ils voyagent jusque dans les îles de Aruba et Curaçao et ils signent un traité commercial avec la Hollande qui était plus ou moins en bisbille, en guerre avec l'Espagne. Yo dejo ahí esta primera parte, creo que hay que respetar el tiempo, pero esta parte de Maracaibo con los indios guayú es muy importante tenerla en cuenta, porque ha marcado lo que ha sido el comercio colombo-venezolano en esa parte norte de Venezuela, pero podemos desarrollarla después y ahora hay que dejar hablar al compañero, que le encanta también hablar mucho, ¿no? Yo le doy la posibilidad al compañero de que adelante, Mauricio, hasta te presto el micrófono, Mauricio. Donc il faut tenir compte de Maracaibo et de cette présence Wayuu, c'est important dans le commerce colombo-vénézuélien. Mais je crois qu'il faut que je passe le micro à Maurice, le camarade Maurice, qui lui aussi aime bien parler. C'est pas vrai du tout. C'est falso. Bueno. Bon, le thème dont on parle aujourd'hui, en fait, il est d'actualité, hein, puisque pour les Colombiens qui sont dans la salle, évidemment, je ne peux pas donner un scoop, mais depuis le 16 janvier 2025, donc depuis quelques semaines. Pardon ? Oui, voilà. Depuis quelques semaines, il y a dans la région du Nord Santander, et plus spécifiquement du Catatumbo, il y a des affrontements entre l'armée de libération nationale, l'ELN, qui est la guérilla historique qui reste en activité, et les dissidents des FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie, qui n'ont pas signé des accords de paix en 2016. Ces affrontements sont extrêmement violents, ils ont fait environ 80 morts en janvier. Vous avez des habitants des villages ruraux, il y a environ 30 000 personnes qui ont passé la frontière pour se réfugier au Venezuela, dans l'état du Zulia. Et actuellement, le gouvernement du président Maduro au Venezuela a mis en place un plan d'aide pour accueillir ces déplacés. Donc on est dans l'actualité, y compris immédiate. J'imagine que ça sera peut-être fait cet après-midi, mais je vais quand même être précurseur. Vous allez entendre, vous entendez parler en permanence de la violence au Venezuela, la violence au Venezuela, la violence au Venezuela, et je vais parler de la violence au Venezuela. Alors, je vais essayer de la situer. Vous savez qu'il y a eu en 2016 des accords entre la principale guérilla, l'opposition armée, les FARC et le gouvernement, et à la suite de cet accord de paix, ont été mis en place une commission de la vérité qui a établi un rapport préliminaire qui fait 896 pages, qui a été publié en juin 2022,
et qui explique, je vais vous donner l'ampleur de la catastrophe, qu'entre 1985 et 2018, il y a eu, du fait de ces conflits armés internes, 450 664 morts, 57 770 personnes qui ont été enlevées, 121, alors je vais arrondir les chiffres pour aller plus vite, 122 000 disparus et 7 700 000 déplacés. Donc ça vous donne l'ampleur de ce qui a été la violence en Colombie, sachant par ailleurs qu'avant cette période, qui est entre 1985 et 2018, il y a eu entre 1948 et 1954 la première vague de violence après l'assassinat de Eliezer Gaitán, qui a fait 200 000 morts. Donc quand on parle de la violence et quand on parle de la tragédie colombienne, on parle d'un phénomène totalement à part en Amérique latine, puisque souvent on vous dit que la Colombie n'a jamais connu de dictature militaire, à l'inverse du Chili, du Brésil, du Paraguay, de l'Uruguay. Mais en même temps, c'est le pays qui a le plus souffert dans sa chair. L'exode des Colombiens vers le Venezuela, c'est le courant le plus migratoire, le plus important en Amérique du Sud du XXe siècle. Alors le XXe siècle, c'était il n'y a pas longtemps, il y a 25 ans. On peut seulement le comparer à la migration des Mexicains vers les États-Unis. Si je n'étais pas venu hier, d'ailleurs ça m'appellerait dans la salle qui ne sont pas venus hier, je vous aurais dit il y a eu 3 vagues en fait, de migration, et j'ai découvert hier, après je ne suis pas venu à Bordeaux pour rien, qu'il y en a eu une première, c'est au moment du massacre des bananeraies en 1928, où il y a déjà eu une première vague de Colombiens qui sont partis vers l'Atlantico, vers le César et vers le Venezuela. Mais cela étant, il y a eu 3 grandes vagues d'immigration, et Fernando l'a déjà évoqué. Il y a eu donc la violence. Il y a eu ensuite une deuxième vague où est arrivée la majorité des migrants colombiens au Venezuela, c'est les années 70 et 80. Et troisième vague, 2001-2011. Alors, 70-80, je vais aller très vite parce que il y a eu une guerre. C'est les pires années de la violence en Colombie, avec la période dans laquelle a été exterminé un parti politique qui s'appelle l'Union Patriotique. On est entre 5 000 et 6 000 morts. C'est une violence absolument terrible. Et ça coïncide, côté vénézuélien, avec le premier boom pétrolier dont vient de parler Fernando. Et puis, il y a une troisième vague qui est 2001-2011 et qui coïncide avec l'arrivée au pouvoir au Venezuela de Hugo Chávez et de la révolution bolivarienne. Alors, évidemment, ce que je vais vous dire, c'est une banalité, mais la majorité des Colombiens qui passent au Venezuela, ils proviennent des secteurs sociaux les plus appauvris des zones rurales, à part effectivement des exceptions avec des professeurs. Ils viennent des zones où les déplacements forcés et la violence sont intenses. Et vous avez donc des paysans, des familles entières qui fuient les massacres, qui fuient l'extorsion, qui fuient les faux positifs. On en a parlé hier très vite. Les faux positifs, c'est l'armée colombienne qui va chercher de pauvres airs, qui les emmène dans les campagnes en leur promettant du travail, en les revêtant dans l'uniforme de guerrieros, en les exécutant, en les assassinant, et ensuite en présentant ça comme le bilan de la lutte réussie contre les guérillas colombiennes. Alors, la période 2001-2011, elle est effectivement s'explique par deux phénomènes. C'est un, la violence au Venezuela, et deux, l'amélioration de la situation sociale non, la violence en Colombie, pardon, et l'amélioration de la situation sociale au Venezuela. Alors, le Colombien, il part pas spontanément au Venezuela. Par exemple, en juin 2011, qui est lors de la Journée mondiale des réfugiés, il y a le responsable du Haut Commissariat de l'ONU en Colombie qui expliquait que la majorité des Colombiens qui passaient au Venezuela avaient déjà subi en Colombie même 2 ou 3 déplacements forcés. Et que c'est à ce moment-là qu'ils prenaient la décision de partir définitivement au Venezuela. Si vous prenez, alors ce sont 2 pays qui ont 2200, 2300 km de frontières, je n'ai pas le chiffre exact en tête. Frontières donc très longues, très poreuses, avec des zones de forêt, des zones de savane, des zones de plaine. Si vous prenez ces 2 pays qui sont des pays frères, la Colombie et le Venezuela, on pourrait faire toute une journée sur l'histoire commune de la Grande Colombie. En 1997, le niveau de pauvreté en Colombie et au Venezuela était quasiment similaire, c'est-à-dire qu'il y avait 60% de pauvres.
Et à partir de 1999, il va y avoir une amélioration considérable au Venezuela. C'est-à-dire que le niveau de pauvreté va descendre du fait des politiques sociales de Chavez à 25%. C'est-à-dire une amélioration considérable. En Colombie aussi, la situation s'améliore, puisque la pauvreté descend à 32%. Mais là, on parle de la pauvreté monétaire. Mais s'y ajoute au Venezuela un certain nombre de programmes sociaux, si j'y arrive, avec, alors pour ceux qui connaissent le Venezuela, ce qu'on appelle les missions, c'est-à-dire la mission Barrio Adentro, qui est la mission médicale avec des médecins cubains, qui sont la campagne d'alphabétisation, les transports monétaires avec certaines conditions, ce qui évite de parler de clientélisme, c'est-à-dire qu'effectivement on distribue de l'argent, mais par exemple, on exige des familles qu'elles envoient les enfants à l'école en échange. Donc il n'y a pas de, c'est pas des cadeaux, c'est une politique sociale avec des prix subventionnés sur les produits de première nécessité, sur le carburant, avec le coût des services publics très très bas. Et par exemple, en 2018, il y a un programme qui s'appelle la Grande Mission Vivienda, qui est la construction de logements neufs. En 2018, on estimait que 20% des logements de la mission Vivienda ont été donnés à des Colombiens. C'est-à-dire environ, alors j'ai un chiffre, 438 110, c'est-à-dire environ 20% des logements sociaux ont été attribués au Venezuela à des Colombiens. Donc vous comprenez évidemment que la violence en Colombie plus l'amélioration de la situation sociale au Venezuela fait qu'il y a un mouvement migratoire important. D'après c'est pour vous donner quelques... Alors les chiffres, on va tous les prendre avec précaution parce que d'abord ils sont souvent contradictoires. Enfin on a quand même quelques pistes, quelques estimations d'après le service administratif d'identification et de migration vénézuélien, donc le SAIME. Je vais le reciter, le SAIME. De 2011 à 2014, il y a 548 000 Colombiens qui sont passés au Venezuela. 548 000, donc en 3 années, 2001, 2011, 2014. Vous en avez 144 000 de plus qui passent en 2014. Vous en avez 121 000 qui passent en 2015. Et là, ça ne concerne que ceux qui sont enregistrés. Donc il y a une base absolument massive. Et là-dessus s'ajoute un phénomène qui est un phénomène important, c'est un mouvement circulaire. C'est-à-dire des Colombiens et des Vénézuéliens qui, des deux côtés de la frontière, passent tous les jours pour aller faire des courses, pour aller voir la famille. Et ça explique en particulier, je ne sais pas si vous, lorsqu'a débuté la crise migratoire vénézuélienne, cette fois, dont je parlerai un peu plus tard, vous avez vu des photos apocalyptiques de foule devant la frontière colombienne. Et en réalité, les photos en question ont été faites à effet de propagande, c'est-à-dire qu'on a fermé momentanément la frontière, et des gens qui passaient tous les jours normalement se sont retrouvés massés, on les a photographiés en expliquant que le Venezuela était en train de vivre une tragédie humanitaire. Si je prends là encore quelques chiffres très très vite, parce que je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, là je vois que personne prend note. Mais si on prend quelques chiffres, dans le recensement de 2011 au Venezuela, il y a 2 États frontaliers qui sont très importants, qui sont le Táchira et qui sont, vous pouvez les voir sur la carte, le soulier. Non, c'est un petit clin d'œil à l'organisation, on en a parlé hier. Non, c'est bon, c'est dit ça en souriant, mais dans l'État pétrolier du Zulia, donc, qui est frontalier du Venezuela, vous avez 801 465 colombo-vénézuéliens, c'est-à-dire un peu plus d'un quart de la population. C'est des colombo-vénézuéliens, je vais revenir après. Et dans l'État agricole du Táchira, vous avez, j'arrondis, 545 000 colombo-vénézuéliens, c'est-à-dire 50% de la population. C'est-à-dire que dans cette zone, en fait, il y a une identification totale entre les Colombiens et les Vénézuéliens. Pourquoi est-ce que je parle des colombo-vénézuéliens? Parce que, entre autres, en 2004, donc sous la présidence de Hugo Chavez, est mis en place un grand programme qui est dirigé par le vice-président, José Vicente Rangel, de naturalisation des Colombiens qui sont au Venezuela. C'est-à-dire qu'ils leur octroient la nationalité vénézuélienne. Et vous avez, alors là, les chiffres, ils vont du simple à je ne sais pas où. Je vous donne ceux que j'ai pu repérer depuis des années maintenant. Vous avez, chiffre minimum, 200 000 Colombiens qui sont naturalisés en 3 ans, 2004-2007. 200 000 Colombiens qui deviennent vénézuéliens. D'après Associated Press,
Ça date de 2012. Eux, ils estiment à plus de 2 millions de colons qui ont été naturalisés. Et en gros, quand on travaille le sujet, vraisemblablement, on peut estimer à peu près à 700 000, on est sûr, Colombiens qui sont devenus vénézuéliens grâce à la politique de Hugo Chavez. Alors avec des effets secondaires, parce qu'il y a aussi des côtés sombres de la migration. Au moment de la naturalisation par Chavez, Barças, il y a eu une politique assez généreuse, et souvent, comme au Venezuela, on n'a pas été trop regardant par la manière dont ça s'est passé. Et donc vous avez des structures paramilitaires colombiennes qui ont profité de cette naturalisation pour faire passer des membres qui avaient un profil bas, qui n'avaient pas d'antécédents judiciaires, au Venezuela, se faire naturaliser et devenir vénézuéliens. Ce qui, évidemment, alors vous avez des gens connus en Colombie, des poètes-noms de Jorge Correct, à Georges 40, qui est un grand narcotrafiquant, qui sont passés au Venezuela, qui sont devenus vénézuéliens, et qui ont modernisé les opérations de narcotrafic au Venezuela. Et puis vous avez aussi, de leur côté, des guérillas, qui ont également profité de cette opération de naturalisation pour faire passer des membres de leur réseau d'appui, ce qui leur a permis d'avoir une présence moins problématique au Venezuela, et y compris par exemple de préparer des médecins, des infirmiers, etc. C'est pas spécifique à la Colombie ou au Venezuela, dans tous les pays où il y a des conflits armés internes, les pays environnants subissent évidemment les effets de ce conflit armé interne. Je fais une parenthèse, en m'écartant un tout petit peu du thème de la migration, mais ça va prendre 5 minutes, sur précisément les relations entre les guérillas colombiennes et le Venezuela. Parce que d'une manière générale, que ce soit à la période d'Alvaro Uribe, qui était le président, le narco-président, le président d'extrême droite 2002-2010, ou même actuellement, on accuse régulièrement le gouvernement vénézuélien d'avoir soit des liens, soit de financer, soit d'aider les guérillas colombiennes au Venezuela. Alors l'arrivée au pouvoir de Chavez, elle n'a pas signifié l'arrivée des guérilleros colombiens au Venezuela. Hein. Leur présence, elle a des racines bien plus anciennes, puisque contrairement à ce qu'on croit, la présence de groupes armés colombiens au Venezuela, elle remonte au premier gouvernement de Rafael Caldera, 1969-1974. Bien avant Chavez, il y avait déjà des guérilleros colombiens qui transitaient par le Venezuela. Depuis les années 80, la guérilla colombienne a commencé à opérer au Venezuela, et y compris à affronter les militaires vénézuéliens dans les années 80. Et d'une manière assez traditionnelle pour les guérillas, ils ont utilisé le Venezuela comme les centres habités, comme des zones de repos, comme des zones de récréation, et puis des zones aussi pour soigner les blessés. Donc Pierre Chavez, il n'a rien inventé. En 1996, donc on n'est pas encore sous le gouvernement de Chavez, vous avez plusieurs gouverneurs de la zone frontalière du Venezuela qui suggèrent au gouvernement de Rafael Caldera de dialoguer avec les guérillas. Lorsque vous avez 2300 km de frontières et des guérillas dans le pays à côté, vous êtes obligé d'en tenir compte. Et donc, effectivement, cette communication elle est menée par celui qui allait à l'époque le gouverneur de Zulia, qui s'appelle Francisco Arias Cardenas, qui est un chaviste, puisque déjà en 92 a eu lieu la tentative de coup d'État de Chavez au Venezuela, et qui va négocier avec les guérillas colombiennes, et ça va créer une volonté au sein du gouvernement du Venezuela avant Chavez de dialoguer, et y compris de tenter une négociation entre le gouvernement colombien et les guérillas. 97 à Guasualito, le président colombien Ernesto Samper demande à Rafael Caldera, président de droite vénézuélien, d'agir comme facilitateur, quasiment un médiateur pour un rapprochement, pour des négociations de paix. On est avant Chavez. Et il y a à l'époque, de Caldera, un ministre des Frontières qui s'appelle Pompeo Marquez, et qui négocie directement avec les guérillas, le gouvernement de droite au Venezuela.
Il y a à l'époque l'ouverture d'un bureau des FARC à Caracas, et on voit à l'époque un commandant qui s'appelle Andrés París s'entraîner dans la base militaire de Fuerte Tuna au Venezuela. C'est-à-dire que les relations, en fait, elles sont de vieille date. Et puis ensuite va arriver Chavez, et Chavez va passer un accord avec les guérillas, en leur disant en gros, sur le territoire vénézuélien, vous ne vous livrez pas des actions répréhensibles. Par exemple, le phénomène de la vacune, la vaccination qui consiste à rançonner, pour aller très très vite, on pourrait développer ça, rançonner les propriétaires terriens, les paysans, etc., etc. Et donc il y a un accord et Chavez dit, moi je reste neutre dans le conflit colombien. Et puis il va y avoir en 2002 la tentative de coup d'État contre Chavez par le patron des patrons, Pedro Carmona, le 11 avril 2002. Et à ce moment-là, commence l'agression des États-Unis contre le Venezuela. Et le gouvernement de Chavez va considérer que finalement, les guérillas colombiennes, le ELN et les FARC, d'une certaine manière, pourraient l'aider si jamais il y avait une agression contre le Venezuela venant de la Colombie. Et donc, il y a effectivement, pour des raisons à la fois idéologiques et pratiques, un rapprochement, une certaine connivence, et les guérillas colombiennes bénéficient d'une certaine mansuétude pour transiter de temps en temps par le territoire vénézuélien. Mais ça ne fait pas du Venezuela le gouvernement qui finance, ou le gouvernement qui aide, ou le gouvernement qui manipule les guérillas colombiennes qui ont leur autonomie. Et alors là, c'est là que Marie-Claire va me poser une question. Les élus, elle s'est endormie. Non, du tout. Marie-Claire. Avec tous les chiffres que tu as donnés, avec tous les chiffres que tu as donnés, je ne voudrais pas te pousser à en donner d'autres, mais enfin quand même, ici, en Europe et en France, on a entendu et on continue à entendre une polémique énorme sur le nombre d'émigrés ou d'immigrés, on ne sait pas comment les appeler, qui sortent du Venezuela et qui vont vers la Colombie. Donc, tu as mentionné les images que nous avons vues du pont de Cúcuta qui était absolument embouteillé et tu nous as expliqué pourquoi. Oui, pardon, merci. Maintenant, je voudrais savoir aujourd'hui s'il y a un accord dans la propagande pour savoir à peu près le nombre d'immigrés et surtout à quoi servent ces divergences dans les différents types de propagande dont nous avons été l'objet. On est excellent parce que c'est pas du tout la question qui a été prévue. Non, on s'organise, pour vous dire la vérité, on s'organise un petit peu pour imprimer des discours de temps en temps par des questions. Et nous, les intervenants, pour dire attends, ne me pose pas des questions n'importe quand, n'importe quel moment. On est en famille, hein, on peut se raconter des choses quand même. Alors d'abord, la question que j'aurais voulu que tu me poses, c'est combien y a-t-il de migrants colombiens au Venezuela? Déjà. Alors, je vais essayer de donner une réponse. Alors c'est une réponse qui est approximative. Je vous donne plusieurs sources. D'après le SAEME, donc, que je vous ai cité tout à l'heure, qui est le système qui surveille la migration au Venezuela, estimé en 2015 que la communauté colombienne est de 5 135 364 Colombiens descendants de Colombie. 5 200 000, on va dire. 33% nés à l'étranger, et dans 33% nés en Colombie. Ce qui représente 5,6% de la population, 5,6% pour la population colombo-vénézuélienne et 14% de la population totale. Je me suis un peu emmêlé les crayons de nos dépens, on y reviendra. D'après le ministre à l'époque des communications de Venezuela, Jorge Rodriguez, il estime à 5 600 000 le nombre des Colombiens au Venezuela. D'après le président Maduro aussi, tombe sur le chiffre de 5 600 000. Donc là, c'est les chiffres côté vénézuélien. Quels sont les chiffres qui sont donnés du côté colombien? L'ambassade de Colombie à Caracas les estimait à 4 millions en 2014. L'Association des Colombiens au Venezuela, parce qu'il y a une association des Colombiens au Venezuela, eux, ils estiment qu'ils sont 5 millions.
En 2015, il y a eu une crise, il y a régulièrement des crises entre la Colombie et le Venezuela, puisque depuis l'arrivée de Chavez, gouvernement de gauche, il y a régulièrement des contradictions avec les gouvernements d'extrême droite d'Alvaro Uribe, ou de droite de Juan Manuel Santos, ou d'extrême droite de Iván Duque. Donc en 2015, vous avez la fermeture de la frontière qui est ordonnée par Maduro, et le Parti conservateur en Colombie, qui était l'un des deux grands partis traditionnels, envoie une lettre publique au président colombien Juan Manuel Santos en lui demandant de trouver un moyen de protéger les droits de 5 millions de citoyens colombiens qui vivent au Venezuela. Et puis l'ancien président colombien Andrés Pastrana, président de droite, en mai 2018, estime que les Colombiens au Venezuela sont entre 4 et 5 millions. Donc voilà, en fait, la fourchette, c'est de l'ordre de 5 millions. Entre 5 millions, 5 millions 500 000. À partir de ce moment-là, on peut faire 3 constats. Premier constat, jamais le pouvoir colombien n'a reconnu officiellement la migration de millions de ses ressortissants au Venezuela. Dans ces statistiques officielles ne figurent que les Colombiens qui sont inscrits dans les consulats au Venezuela pour voter, c'est-à-dire d'une manière une infime minorité. Et il oublie systématiquement les 5 millions, donc en gros le chiffre qu'on a, qui ont échoué dans les campagnes des quartiers vénézuéliens, des quartiers des grandes villes populaires des grandes villes vénézuéliennes. Alors c'est Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Maturín, Barinas, la grande Caracas et le plus grand quartier populaire d'Amérique latine, Petare. Et à Petare, qui est un grand quartier populaire à Caracas, vous avez plus de Colombiens que dans 30 villes moyennes de Colombie. Deuxième constat, le Venezuela, il a accueilli los hermanos colombianos, les frères colombiens, sans se voir obligé de faire tout un tintamarre, campagne médiatique. Il les a accueillis, et à l'époque de Chavez, il les a intégrés dans ses programmes sociaux, et personne n'en a parlé. Vous n'avez jamais vu une campagne médiatique vous expliquant que la tragédie colombienne a amené des millions de Colombiens à s'en aller vers le Venezuela. Ça s'est passé dans le silence total entre ces deux pays. Troisième constat, ce déplacement massif des Colombiens, c'est en train de nous dire, n'a pas donné lieu à une campagne médiatique infernale qui va être celle qu'on va voir lorsque le courant va s'inverser. Ce sont les Vénézuéliens qui, à leur tour, du fait de l'agression des États-Unis, vont commencer à quitter leur pays. Alors, vous le savez, depuis 2015, le gouvernement des États-Unis, avec Barack Obama, c'était pas Donald Trump, signe un décret, Barack Obama, faisant du Venezuela un danger exceptionnel pour la sécurité nationale des États-Unis. Et à partir de là, va commencer une agression contre le Venezuela qui va s'endurcir, s'aggraver avec Donald Trump, puisque le Venezuela va être victime de plus de 900 mesures coercitives, plus de 900 sanctions, pour parler dans les termes qui vont mettre son économie à genoux. Et provoquer une tragédie qui va se concrétiser par la migration de, on estime 7 millions peut-être de Vénézuéliens. Le début de cette agression contre le Venezuela, ça va passer par un phénomène qui s'apparente à la contrebande. On l'a dit, il y a 2200 km de frontières qui sont extrêmement poreuses entre la Colombie et le Venezuela. Sans aucun contrôle des autorités colombiennes en particulier. Et vous avez tout un ensemble d'organisations illégales, en particulier des paramilitaires, les narco-paramilitaires, qui, depuis Cúcuta et le nord du Santander, inondent le Venezuela et ont participé à la déstabilisation par ce qu'on a appelé la première guerre économique, qui a consisté dans la mesure où au Venezuela, les produits sont subventionnés. Les produits de première nécessité sont subventionnés. À les soustraire au marché vénézuélien et à les passer en contrebande en Colombie. Vous allez comprendre pourquoi. Les produits sont subventionnés au Venezuela, donc extrêmement bon marché. Vous les passez en contrebande en Colombie, donc vous les revendez en faisant évidemment des profits exceptionnels, mais en même temps, vous les soustrayez au marché vénézuélien, de sorte qu'on voit à ce moment-là des queues, comme à l'époque du Chili de Salvador Allende, des pénuries au Venezuela,
Et effectivement, tous les produits passent en Colombie. Donc il y a une crise, la Colombie participe directement à la déstabilisation du Venezuela, avec le gouvernement d'Álvaro Uribe, de Juan Manuel Santos, à un degré un peu moindre, et ça reprend avec Iván Duque. Et donc, alors si je prends quelques chiffres, vous avez à partir de 2015, 40% des aliments et des combustibles produits commercialisés au Venezuela passent en Colombie. Donc pénurie organisée, et en particulier la contrebande d'essence. La contrebande d'essence, vous avez 100 000 barils de pétrole qui passent tous les jours du Venezuela en Colombie. Et vous n'avez plus d'essence au Venezuela. Et ça permet d'expliquer au monde entier que la gestion du président Nicolas Maduro est absolument désastreuse, puisque vous le voyez, il y a des pénuries, il y a des queues, il n'y a plus d'essence, etc., 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 etc. Ça amène de temps en temps à des crises graves, dans lesquelles les migrants, les anciens migrants, les colombo-vénézuéliens sont impliqués. Par exemple, en août 2015, vous avez 3 militaires vénézuéliens qui sont blessés par des narco-paramilitaires. Et donc, vous allez avoir donc à San Antonio de Tlaxcala, près de la frontière. Et donc, le président Maduro va fermer la frontière. Il va envoyer 2000 hommes de troupes. Alors, la fermeture de la frontière, d'abord, c'est pour 72 heures. Il va envoyer 2000 militaires. Et puis, vous allez avoir un phénomène qui va être très médiatisé, mais qui en même temps, effectivement, est dramatique. C'est que les forces de sécurité vénézuéliennes vont arrêter 1400 personnes sans papier, dont des paramilitaires, mais pas que des paramilitaires, vont expulser du Venezuela 1400 personnes. Vous avez 18 000 Colombiens qui, prenant peur, vont repasser dans leur pays, vont quitter le Venezuela. Alors, il y a évidemment des injustices, il y a des gens qui, dans l'opération, sont victimes de la répression, mais ça va aussi donner lieu à une campagne médiatique sur le thème le gouvernement de Maduro se comporte d'une manière absolument scandaleuse à l'égard des Colombiens de son pays. Vous avez à l'époque une campagne qui est menée par l'ex-président d'extrême droite, Álvaro Uribe, qui va à Cúcuta avec un mégaphone et qui compare l'expulsion des Colombiens à l'holocauste juif à l'époque de l'Allemagne nazie. Vous avez le procureur général de la Colombie, Alejandro Ordóñez, qui est un proche d'Álvaro Uribe, qui va devant la Cour pénale internationale pour dénoncer Maduro, pour demander l'arrestation de Maduro pour la violation des droits des migrants colombiens. Alors je passerai très vite sur cette crise. L'Organisation des États américains, l'OEA, va refuser de s'emparer de cette affaire. Et c'est l'Union des Nations sud-américaines qui a été créée par tous les gouvernements de gauche de cette période, qui va prendre l'affaire en main et qui va servir de médiateur, de sorte que très très vite va être mis en place un corridor humanitaire pour permettre à 2000 gamins colombiens de revenir à l'école au Venezuela. Et puis, ultérieurement, en septembre, le Venezuela va accepter la proposition de l'UNASUR et va accepter le retour des Colombiens qui ont été expulsés et qui souhaitent être régularisés. Donc, voilà, mais effectivement, de temps en temps, il y a des crises extrêmement graves. On va passer d'une certaine manière à... En fait, c'est trop long. Ah, il y en a un qui veut parler? Sí. A ver, para darnos una idea concreta de la cantidad de venezolanos, colombianos que están en Venezuela, es muy simple. No conozco una sola persona venezolana que no tenga algún familiar, la mamá o la abuela colombiana. Es raro, hasta el día de hoy no lo he encontrado en Venezuela. Un venezolano que no tenga un familiar colombiano. Así se pueden dar una idea de qué ha significado esta masiva migración de colombianos a Venezuela y lo cual no se habla. Y por lo cual Venezuela nunca ha pedido $1. Los gobiernos colombianos se llenaron de dinero y robaron con la historia de la migración venezolana a Colombia. Venezuela nunca ha pedido $1 para que le colabore con 5 millones de colombianos. Pour avoir une idée très concrète, est-ce que ça fonctionne? Non. Je crois qu'il a mis ça. Celui où les papiers étaient en... Pour
pour avoir une idée très concrète de ce que signifie la migration colombienne au Venezuela. Je ne connais pas une seule famille, il n'y a pas une seule famille au Venezuela qui n'a pas un membre de sa famille colombienne. Ça peut être la mère, ça peut être les cousins, toutes les familles ont des Colombiens dans leur famille. Et cette migration massive, à savoir que les Vénézuéliens, le gouvernement vénézuélien a reçu quelques 5000 Colombiens, le Venezuela n'a pas reçu 5 millions de Colombiens, le Venezuela n'a pas reçu un seul dollar. Par contre, il n'a jamais demandé, il n'a jamais reçu un seul dollar. Par contre, le gouvernement colombien a reçu beaucoup d'argent pour les migrations vénézuéliennes. Yo voy a terminar esta parte de la población y la nacionalidad guayú en La Guajira, que es la parte norte colombo-venezolana. Estas personas, este pueblo, era de los más, o son de los más abandonados que existen en el país. Hay dos extremos en Colombia, de pobres. Esta zona de los guayú, indígenas, y la otra al otro extremo de Colombia, cerca de mi ciudad Cali, que son los negros que viven en la región del Chocó. Son los dos extremos de Colombia, los indígenas y los negros del Chocó. Los indígenas guayús estaban muriendo y desapareciendo del lado colombiano porque no tenían ninguna atención del Estado colombiano. De suerte llegó el presidente Hugo Chávez. Je vais revenir sur la nation Wayuu, qui est en Colombie, qui est un groupe, le groupe humain le plus abandonné de la Colombie, le plus pauvre. Et aussi, il y a un autre groupe qui est très abandonné, à l'autre extrémité, qui sont les Noirs du Chocó. Et ces Wayuu de la Guajira étaient complètement abandonnés, étaient en train de disparaître, la nation était en train de disparaître avant que n'arrive Chávez au pouvoir. La Guajira es una región arenosa, desértica, sobre todo más en el lado colombiano, pero llena de recursos, sobre todo de carbón, donde los europeos principalmente se utilizan de este carbón. Pero esta explotación de carbón, en vez de enriquecer y ayudar a los guayú, se fue contra los guayú. ¿Por qué? Porque comenzaron a expulsarlos. Y el agua de los ríos comenzaron a utilizarlas para este procesamiento del carbón. Pero también vino otro problema. Los ecologistas dijeron que había que transformar la energía y utilizar, ¿cómo se llaman las? Muchas gracias, no me acuerdo cómo eran. Y le inundaron la Guajira de esto, con la lógica expulsión de los guayú de sus tierras. Y estas personas, estos pueblos, como lo dije, para ellos el mar era todo. Pues llegaban a Aruba y a Bonaire, creo que llegaban hasta Guadalupe. Pues se han ido quedando sin tierras, no les quedó sino ir a Venezuela, donde el gobierno venezolano puso mercados en la frontera para que vinieran a buscar hasta gratis la comida, porque en Colombia no había. Donc, je parle des Wayuu sur la région de la Guajira, qui est une zone très désertique, mais c'est aussi une zone, pour leur grand malheur, qui est pleine de richesses, notamment du charbon, beaucoup de charbon qui est exploité par les Européens et qui sert aux Européens. Et cette exploitation du charbon, elle fait qu'ils sont expulsés. On utilise aussi l'eau des rivières pour extraire ce charbon. Et autre malheur, les écologistes ont décidé qu'il fallait installer des éoliennes, parce qu'il y a beaucoup de vent dans la Guajira. Et donc c'était un endroit parfait pour installer des éoliennes. Et donc ces Wayuu sont expulsés de toutes parts. C'est une population qui vit de la mer, qui est une population qui vit avec la mer. Et donc on en retrouve jusqu'en Guadeloupe. Ils sont tellement abandonnés par le gouvernement colombien que le gouvernement vénézuélien a installé à la frontière des marchés pour que ces Wayuu puissent s'approvisionner. Hay dos cosas que ellos han sufrido. En los años 60 y 70 se da la fiebre de la marihuana. La marihuana colombiana, dicen, era de las mejores del mundo. Y la comenzaron a exportar unos señores que habían estado en Vietnam, de bandera estadounidense, la comenzaron a exportar
y la sacaban por la Guajira, la marihuana para llevar a Estados Unidos. En la Guajira, no me consta, pero dice, y yo lo creo, se encontraban en casas donde no había electricidad, porque en la Guajira casi no había electricidad, pero se encontraban equipos de sonido, se encontraban neveras, que era que así estos señores estadounidenses de Vietnam les pagaban whisky todo el que fuera. ¿Qué pasó? Los Estados Unidos declararon a la marihuana un problema de seguridad nacional y comenzaron a bombardear los territorios, no de la Guajira, pero sino donde se producía la marihuana, porque había que acabarla, porque estaba acabando a la sociedad estadounidense. Dans les années 60-70 arrive la fièvre de la marijuana. Cette marijuana, elle est distribuée par des gens qui avaient été au Vietnam, des soldats de l'USA qui avaient été au Vietnam, et elle est exportée par la Guajira. Dans des maisons de la Guajira qui n'avaient pas d'électricité, on pouvait trouver des frigos, on pouvait trouver des équipements pour faire de la musique, etc. Et les USA décident que cette marijuana est un problème et ils commencent à bombarder, non pas la Guajira, mais les territoires sur lesquels est produit la marijuana. Resulta que de un momento a otro, en California, se dieron cuenta que podían producir marihuana, California, Estados Unidos. Y hoy en día, la marihuana se vende en Estados Unidos por todas partes, además de nuestros vecinos, los holandeses, que la venden hace mucho tiempo, y la marihuana dejó de ser un problema. Pero costó muchos muertos a los guajiros, costó muchos muertos a los colombianos, pero ya en los años 80, y no me voy a alargar porque ya voy a terminar con otra cosa, se vino otro problema, la cocaína. Y hasta ahora la cocaína es nuestro gran problema. De ayer hablaron un poco de eso, ahora no me voy a alargar, pero aunque sí me pica la lengua por hablar en que tienen de responsabilidad Ronald Reagan y George Bush sobre eso, pero bueno. Entonces, los guayú colombianos han sobrevivido gracias al pueblo y al gobierno de Chávez y al gobierno del presidente Maduro. Ellos atraviesan. Si no atraviesan por la frontera legalmente, por Maracaibo, están las trochas. Las trochas son algo fantástico. Hay 200 y tantos kilómetros en esa zona y yo creo que hay como 300 trochas. Y las trochas son caminos que pasan la frontera donde nadie se da cuenta, aunque todo el mundo sabe que existen. Yo preguntaba y me decía una señora, porque me fui a pasar por una trocha y me encontré una casa donde había un whisky que yo nunca en mi vida había visto. Yo le dije, pero ¿cómo hay whisky aquí? La señora me explicó de una manera muy gráfica. Me dijo, mire, uno por esas trochas puede pasar un elefante si logra taparle la cola. Por las trochas se pasa todo. Y los guayú pasan por ahí, los paramilitares pasan por ahí, la guerrilla pasa por ahí y los contrabandistas pasan por ahí. Sobre todo petróleo venezolano hacia Colombia y alimentos colombianos hacia Venezuela. Ensuite, eh bien, la marijuana, on a découvert qu'en Californie, on pouvait produire cette marijuana. Donc, les États-Unis se sont mis à produire de la marijuana en Californie. Ils l'ont exportée, distribuée partout dans le monde, avec l'aide des Hollandais, bien sûr. Et donc, la marijuana n'est plus devenue un problème. Par contre, elle avait coûté beaucoup de morts aux voyous à une époque. Dans les années 80, on découvre la cocaïne, on commence à produire de la coca pour faire de la cocaïne, et ce qu'on peut dire, c'est que les voyous ont survécu grâce à Chavez et grâce à l'aide du gouvernement vénézuélien. Lorsque l'on passe vers le territoire des voyous par Maracaibo, il y a des trochas. Les trochas, en fait, ce sont des chemins que tout le monde connaît, par lesquels transitent les voyous, la guérilla, les paramilitaires, tout passe par les trochas et tout est invisible. Je demandais, j'ai trouvé dans une de ces maisons, je trouvais un whisky que je n'avais jamais vu nulle part au monde, et je demandais à la dame, mais je lui dis comment ce whisky est arrivé ici. Elle m'a dit, écoute, ici on peut faire passer même un éléphant, il suffit juste de lui cacher la queue et il passera et personne ne le verra. Es una gran integración económica, de todas maneras. Y sin esta integración,
que es legal e ilegal, de las trochas, esos pueblos no sobrevivirían. Es parte de la cultura de esa región colombiana. C'est une espèce d'intégration entre la Colombie et le Venezuela, hein, ces chemins par lesquels ils transitent. Et les populations qui vivent là vivent grâce justement à cette intégration qui est de toute façon légale et non légale, mais qui est réelle. Parce que Maurice, tu vas pouvoir continuer ton exposition. Ouais, Les chiffres, parce que je vois qu'il y en a beaucoup. Oui, mais n'oublie pas que tu as une question après. Oui, toi aussi d'ailleurs. Bon, il nous reste 10 minutes. Avec tous ces chiffres. Nickel. Non, et après, question du public. Et après, oui, après. Ouais. Si vous n'avez pas de questions, on a des réponses. Oui, alors, bon, on a parlé jusqu'à présent de la migration colombienne, et d'un seul coup, le courant s'inverse. D'un seul coup, ce qui fait l'actualité, c'est la migration du Venezuela. Et effectivement, les Vénézuéliens partent en masse du pays, et là encore, je me permets d'insister, non pas du fait de l'incurie du président Nicolas Maduro, mais du fait de l'agression menée depuis les États-Unis, et y compris avec les présidents Álvaro Uribe, dans un degré moindre, Juan Manuel Santos et Iván Duque, la collaboration directe de la Colombie à la déstabilisation du Venezuela. Et donc on a cette million peut-être de Vénézuéliens qui partent. Je dis peut-être pourquoi, parce que les organisations internationales, elles n'effectuent pas de recensement, elles reprennent simplement les chiffres fournis par les organismes nationaux. Et la majorité des statistiques, elles proviennent donc des 4 gouvernements latinos, Équateur, Chili, Pérou et Colombie, alliés inconditionnels des États-Unis, et qui donc ont eu intérêt à gonfler les chiffres, pour des raisons de propagande médiatique. Plus il y a de réfugiés vénézuéliens, plus il y a de migrants vénézuéliens, plus on peut dire regardez la crise humanitaire au Venezuela. Et 2, et là je vous invite à suivre l'actualité immédiate, déclarer un nombre important de migrants permet de recevoir des aides internationales, et en particulier depuis les États-Unis, des aides de l'USAID, qui est l'USAID, l'agence d'aide, voilà, l'agence d'aide internationale des États-Unis. Et en ce moment, il y a en ce moment un scandale, qui est dû d'ailleurs en particulier à Trump, qui est un grand paradoxe, qui s'en prend à l'USAID, et on est en train de découvrir, enfin en tout cas, on est en train de découvrir ce que nous on répète depuis des années, c'est que c'est l'USAID qui finance un certain nombre d'organismes dans les pays latino-américains qui participent directement à la déstabilisation des gouvernements de gauche. Bref, peu importe, les chiffres, en gros, je vous donne des estimations donc, qui sont à prendre avec précaution. Les Vénézuéliens, les contingents vénézuéliens les plus importants sont, alors ça c'est des chiffres de mars 2023, Pérou 1 500 000, Équateur 500 000, Chili 450 000, Brésil 388 000, Colombie 2 500 000. C'est en Colombie que se rendent une majorité des migrants qui quittent le Venezuela. Je vais poser la question, pourquoi? Alors évidemment, bien sûr, c'est le pays qui est à côté, mais le mouvement de population auquel on insiste, c'est en partie un retour des familles colombiennes et de leurs descendants qui ont la double nationalité et qui ont droit à la citoyenneté colombienne. C'est-à-dire qu'en réalité, dans les migrants vénézuéliens qui s'en vont, il y a un nombre considérable de Colombiens qui rentrent dans leur pays. Parce que l'article 96 de la Constitution colombienne établit que les enfants de pères colombiens nés à l'étranger sont colombiens de naissance. Alors combien? Là encore les chiffres. Combien? L'Office de migration colombien enregistrait au 1er septembre 2018 940 000 immigrés, dont 250 000 Colombiens. 950 000 Vénézuéliens, dont 250 000 Colombiens. D'après différents rapports du registre national de l'état civil, donc de 2020, 568 825 Vénézuéliens nés de parents colombiens ont obtenu la nationalité colombienne entre 2015 et 2019. C'est-à-dire qu'en réalité, dans cet exode des Vénézuéliens, il y a pour une grande part un retour des Colombiens dans une période difficile dans leur pays d'origine. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, en fonction de la situation dans les deux pays respectifs, vous avez des vagues migratoires qui vont dans un sens ou qui vont dans l'autre, suivant le moment de l'histoire dans lequel on se trouve.
L'estimation raisonnable, en gros, c'est 1 500 000 à 2 millions de Colombiens qui ont quitté le Venezuela pour rentrer en Colombie. Quand je dis de Colombiens, c'est-à-dire de Colombiens, mais aussi d'enfants de Colombiens et de petits-enfants de Colombiens qui vont pouvoir récupérer leur nationalité grâce à l'article 87 de la Constitution. Et Hernando, en gros, nous expliquait qu'il n'y a pas grande différence entre les Vénézuéliens et les Colombiens. Il y en a quand même une qui est très très importante. Très importante, et Hernando, je suis surpris que tu ne l'aies pas mentionné. C'est que, non, vraiment. C'est que les Colombiens sont des fanatiques du football, alors qu'au Venezuela, c'est le baseball. Bah oui, c'est pas des potes de fer. C'est stratégique même. Là, normalement, tu dois poser une question. Hein. Bon, t'as fini là. Bon. Alors maintenant, la dernière question, il va te rester 6 minutes. Ça va aller. Ça va aller. Je sais que tu tiens absolument à parler. Si. De la nouvelle route migratoire qui traverse la jungle du Darrière. Voilà. Bon. Alors, non. Hein? Mais voilà. Bueno, alors, on a une discussion qui s'est venue en interne, à laquelle vous n'êtes pas censé assister, mais donc, on considère que ça serait mieux que vous posiez des questions, et donc moi j'ai déjà les réponses, et que j'arrête là. Donc, on va s'arrêter, et puis éventuellement dans les questions-réponses, au terme du... Non, alors, il faut que quelqu'un pose la question sur le Darien, voilà. Vous posez les questions que vous voulez, mais il en faut une sur le Darien. Voilà, fin de nos interventions. Là, je crois, Hernando, Gabriel. Non, je vais te donner le micro. Ah oui, on va tiens. Gracias por la muy interesante, necesaria e importante intervención de Hernando y de Maurice. Tengo una experiencia muy particular en el tema de las relaciones colombo-venezolanas. Yo soy hombre de fronteras y dos detalles rápidamente. Merci beaucoup pour cette intervention très intéressante et passionnante. Moi, j'ai une expérience très particulière. Je suis un homme des frontières. Particularmente, yo fui secretario de la Asociación de Gobernadores Colombo-Venezolanos, que en la época entre 1998 y 2003, en la época en que el lado venezolano ejerció la presidencia Lucichi y comenzó Chávez, y del lado colombiano estaba Misael Pastrana Borrero, Samper, y después llegó Uribe y se tiró todo. Je ne sais pas si je vais réussir à traduire tout ça, mais j'ai été du coup secrétaire de l'association des gouverneurs colombo-vénézuéliens, particulièrement entre 1998 et 2003, c'est ça ? 1998 et 2003, durant les présidences de Lutini Chávez, Pastrana, Samper, Uribe. En ese momento estaba lo que se conoce como la Comisión Presidencial de Asuntos Fronterizos Colombo-Venezolanos, y fue la época más fuerte de la relación de lazos entre gobiernos y estados de los dos países. C'était l'époque d'une association qui s'appelait la Commission présidentielle des sujets, des affaires frontalières entre la Colombie et le Venezuela, qui était une période particulière de fort intérêt pour cette zone. Y en ese momento conocimos experiencias como que la frontera, en el caso de La Guajira, hay casas todavía en donde la sala está del lado colombiano y el patio está del lado venezolano. On avait vraiment des cas de maison, et qui sont encore le cas, hein, où on avait une partie de la maison qui était du côté colombien et l'autre côté du côté vénézuélien. Y eso también nos dio la experiencia que esa zona colombo-venezolano que va desde Castilla Este hasta la Piedra del Cocuy
nos da como una especie de un tercer país, porque ni nos consideramos venezolanos ni nos consideramos colombianos, sino colombo-venezolanos, y que nos importa a veces un bledo lo que pasa en Bogotá o lo que pasa en Caracas, porque nos interesa es nuestra población, nuestra hermandad, nuestra familia, que como lo dicen ustedes, somos las mismas. Et réellement, on a vraiment l'impression que cette zone elle est très particulière, cette zone colombo-vénézuélienne, avec des particularités qui font que parfois on s'en moque un petit peu de ce qui peut se passer à Bogotá ou à Caracas, parce que vraiment on a des particularités sur cette zone frontalière. Y cuando ejercí como secretario de la Asociación de Gobernadores Colombo-Venezolanos, logramos hacer 3 subregiones en la parte geográfica colombo-venezolana, que estaba compuesta por la Guajira, el departamento del Cesar del lado colombiano y el estado Zulia del lado venezolano, en lo que es la parte occidental de Venezuela, pero la parte norte de Colombia. Quand j'étais secrétaire de cette association des gouverneurs colombo-vénézuéliens, on a réussi à déterminer 3 sous-régions qui étaient particulières de cette région, dont la Guajira, le Cesar et la partie de la région de Zulia, qui est du côté vénézuélien, à l'ouest du Venezuela. Igualmente, en norte de Santander ya estamos en la parte, digamos, del occidente de Venezuela, con la parte de Boyacá, el departamento de Boyacá, y norte de Santander, el departamento de Santander, que por razones de reflejo humano también hay asentamientos, y el estado Táchira en Venezuela. Fue la segunda subregión que logramos, digamos, conformar. J'avais mal compris en fait dans les 3 sous-régions. Donc il y avait cette première qui était composée de la Guajira, Cesar, Zulia, la deuxième qui était composée d'autres régions donc, qui s'appelle nord du Santander, Boyacá et Santander Táchira, dont on a pas mal parlé tout à l'heure. Igualmente, y la tercera región que logramos conformar fue Arauca, Bichada, Guainía del lado colombiano, y el estado Apure y el estado Amazonas del lado venezolano. Et la troisième sous-région, c'était du coup les régions d'Arauca, Bichada Guainía. et Guainía du côté colombien, et les régions Apure et Amazonas du côté vénézuélien. Y logramos hacer experiencias como que nos pusimos de acuerdo en trabajar en forma conjunta, por ejemplo, en la parte de salud. Llegamos a la conclusión que los mosquitos no tienen nacionalidad ni tienen frontera, y entonces había que hacer comisiones para fumigar los mosquitos de una manera conjunta en la región. On a réussi à prendre des actions communes ensemble, notamment en matière de santé. On s'est rendu compte que les moustiques n'avaient pas vraiment de nationalité ni de frontières, et on a réussi à faire des fumigations conjointes entre les deux zones. Y eso nos lleva a la conclusión que finalmente, como hombres de frontera, tenemos que trabajar en conjunto. Pero desafortunadamente, en la parte histórica, hay que decirlo, llegó Álvaro Uribe del lado colombiano, y contra la parte de luchar supuestamente contra la dictadura de Chávez, etcétera, etcétera, y por órdenes del Pentágono, todo eso se acabó. Hoy en día las relaciones, pues ya ustedes saben cómo está, muy frías, pero fue una de las épocas doradas de las relaciones de estados fronterizos entre Colombia y Venezuela. Muchas gracias. Donc, comme hommes de frontières qui composions cette association, on était vraiment convaincus du rôle qu'il y avait à jouer entre ces deux frontières. Mais cette époque un peu dorée de 98-2003, elle s'est complètement terminée en fait avec l'arrivée de Álvaro Uribe Vélez à la présidence de la Colombie, et qu'on vit aujourd'hui une situation héritée de cette époque qui est absolument difficile. Je sais pas s'il y avait des... je prends d'autres questions. En español o en francés es lo mismo. Los dos. Yo quisiera saber, cuando uno está en Colombia y que habla con los venezolanos emigrando a Colombia, hacia el norte, después de Antioquia, preguntando a estos venezolanos, contestan, no queremos quedarnos en Colombia, sino que queremos ir al norte, como todos, aunque ahora de pronto cambian un poco las cosas, pero hace hasta 2 años solamente querían ir al norte. Entonces justamente se encontraban después con esta barrera tremenda del Darién.
pero no querían quedarse en Colombia. Ex-colombianos, venezolanos, no sé, decían que eran venezolanos, pero lo que querían no eran quedarse en Colombia. ¿Qué pasaba entonces con estos? Et donc en français, si j'ai bien compris, les émigrés vénézuéliens qui arrivaient en Colombie, en fait, n'avaient pas vraiment pour objectif de rester en Colombie, et leur objectif c'était d'aller un peu plus au nord, notamment vers les États-Unis, même si la situation va peut-être un peu changer avec le gouvernement Trump. Et ils devaient passer notamment par ce passage du Darién, donc cette forêt entre la Colombie et le Panama, donc qui a été fermée à plusieurs reprises. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur cette situation? Je prends peut-être une dernière question et puis... Merci. Una pregunta, mi pregunta pienso que va a ser para la mesa, no va a ser exclusivamente para Hernando y para Mauri. Y es, ¿por qué la importancia o por qué centrarnos en la migración Colombia-Venezuela, Venezuela-Colombia, siendo que el proceso migratorio que hemos tenido, el pueblo colombiano ha sido diverso y tenemos el ejemplo de Ecuador, por ejemplo, que ha recogido mucho desplazamiento forzado y hay poblaciones enteras en lo que son la ribera del río San Miguel, que son el 90% población colombiana. Toda la zona del Lago Agrio, que es una sub de Ecuador, es colombiana, entonces también tienen una importancia. También existen trochas y en el río San Miguel se trapichea con gasolina ecuatoriana que utilizan para el raspado de coca que hay en toda la frontera. Entonces pienso que es un fenómeno también que es interesante y que es importante analizar cuando hablamos de procesos migratorios. Y también, si mi memoria no me falla, a México hemos tenido mucha historia de migración. Yo recuerdo de pequeña que tanto México como Venezuela eran sitios donde iba la población colombiana en busca de una vida mejor. Y entonces es que quiero reflejar solamente esa pregunta porque hay otros procesos migratorios y hay un tema en las cárceles tanto venezolanas como mexicanas donde siempre existió, es que quiero entender por qué esto pero deja traducir, porque Sofía no se va a acordar de todo. El problema es que no puede... Lo siento, se me fue. Y el tema, por ejemplo, del Darién, que ha sido siempre un problema histórico de todas las migraciones que van de sur a norte, y el tema de los polizones, que también fue un tema migratorio. Je vais essayer de faire un petit résumé de ce qui a été dit. En fait, je pense que la pregunta de Leila, elle était aussi sur... vous êtes beaucoup focalisé sur Colombie-Venezuela, c'était le thème de cette table ronde. Mais il y a d'autres processus migratoires qui se sont passés d'exil des Colombiens, notamment en Équateur. On a des zones entières du sud de l'Équateur, enfin du nord et du sud de l'Équateur qui sont aujourd'hui peuplées de migrants colombiens, et ça depuis des années. On a énormément aussi de populations colombiennes qui sont présentes au Mexique. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu aussi de tous ces processus-là au-delà de la migration colombo-vénézuélienne? Je comprends tout. Oui, on va prendre plusieurs questions. Bueno, algo que me llamó particularmente la atención, bueno, que dijo en este caso anteriormente, que le picaba la lengua cuando hablaba de Estados Unidos, un poco de la intervención, y quería saber un poco como, más que nada, como su opinión respecto a este tema, porque bueno, soy chileno y en el caso hay como mucho negacionismo en torno a las intervenciones que tuvo efectivamente Estados Unidos en los distintos países, y se ve como un impacto como en nuestras relaciones interiores. Entonces, ¿cómo reaccionar en torno a esto? Siendo que, por ejemplo, Chile tiene muchos problemas, por ejemplo, para relacionarse con Perú, para poder como, trabajar en conjunto por la crisis migratoria. Je vais essayer. Donc
Merci beaucoup. Ce qui m'a beaucoup attiré dans votre exposé, c'était les questions d'interventionnisme de la part des États-Unis sur le continent latino-américain. Moi, je suis chilien et donc je sais que ça a un impact sur les relations latino-américaines entre plusieurs pays. Notamment, nous, ça impacte beaucoup les relations avec le Pérou. Donc, je voulais en savoir un petit peu plus sur l'impact de l'interventionnisme américain sur l'immigration. Entonces, como en una época en la que actualmente está el presidente Trump, donde cada vez las intervenciones van a ser más fuertes o van a haber impactos internacionales más fuertes, ¿cómo puede reaccionar en este caso Sudamérica y Latinoamérica en general frente al negacionismo, al impacto, a la intervención que pueda haber de Estados Unidos en los distintos países para poder trabajar en conjunto y poder trabajar mejor en los temas migratorios y en las crisis actuales, bueno, que van directamente generadas por el impacto de las sanciones estadounidenses y de la intervención? Muchas gracias. Et maintenant, on arrive à une période où Trump, du coup, est revenu au pouvoir aux États-Unis, et donc cet interventionnisme états-unien va être de plus en plus important dans la région latino-américaine. Donc, comment peuvent réagir en fait les pays latino-américains face à tout cet interventionnisme, les sanctions qui vont pouvoir être prises à l'égard de certains pays? Avoir un peu votre avis là-dessus. Ma question est complètement liée à celle qui vient d'être posée. Je voulais en savoir un petit peu plus sur l'impact réel ou supposé que peuvent avoir les États-Unis sur les migrations d'Amérique latine vers le nord, vers les États-Unis. De ce que j'en comprends, il y a une dynamique qui est un peu semblable à celle qui existe en Europe avec l'Afrique ou avec les Balkans. C'est-à-dire que les États-Unis cherchent à externaliser les frontières afin de limiter les passages. J'ai entendu parler d'un accord avec le Costa Rica, de projets de centres d'hébergement plus ou moins ouverts construits dans certains pays pour fixer les migrations. Également aussi de menaces un peu sur la conditionnalité de l'aide au développement. Donc je voulais savoir si vous avez des éléments concrets sur ce que font les États-Unis et sur l'impact ou l'absence d'impact sur l'immigration. Merci. Et une dernière question. Hola, buenos días para todos. Es una pregunta. Creo que a estas alturas, esta de mañana y tal, hay que empezar a destacar lo que es un proceso migratorio y un proceso de desplazamiento forzado, ¿sí? Y el desplazamiento forzado es tenido en cuenta en muchos códigos penales a nivel mundial, incluso es un delito internacional ante la Corte Penal Internacional, y entonces es muy importante hacer ese esfuerzo de destacar las diferencias para saber quiénes son los presuntos responsables y a qué intereses geoestratégicos obedecen esas lógicas. Lo que decía Leila, mi compañera anterior, es verdad. El proceso de desplazamiento forzado internacional que se ha dado entre las fronteras de Venezuela, Brasil, Perú, Colombia, Panamá, han sido destacados, muy importantes, y han estado dentro de la lógica del conflicto político armado colombiano, muy relacionados con el Plan Colombia, Plan Colombia 1, Plan Colombia 2. Era un poco eso. Je vais encore résumer. Nelson demandait, c'était plutôt une réflexion de dire qu'il faut bien faire attention à différencier ce qui est des processus migratoires du déplacement forcé en tant que tel, qui vont avoir des impacts différents, mais qui vont répondre aussi à des intérêts géostratégiques, politiques qui sont différents, qui vont aussi amener en fait à des processus migratoires un petit peu différents en Amérique latine. Désolée, j'ai pas bien retranscrit, mais c'était cette importance de différencier migration et déplacement forcé. Et maintenant, bon courage pour répondre à toutes ces questions. Vous avez 10 minutes. Oui, alors, después voy a traducir al español, ¿no? Pourquoi le choix de cette table ronde aujourd'hui sur ces allées et venues de Colombiens et de Vénézuéliens entre la Colombie et le Venezuela, en dehors du fait qu'il y a une actualité sur cette thématique-là, mais ces allées et venues, elles sont très anciennes entre le Venezuela et la Colombie,
Ce sont des peuples frères, comme on l'a dit, comme on l'a démontré. C'est une même population. Ça se voit pour les voyous, mais pas que pour les voyous. C'est-à-dire que quand vous connaissez le Venezuela et quand vous connaissez la Colombie, il y a des choses qui sont très semblables. Souvent, on ne sait pas si c'est des Vénézuéliens ou des Colombiens. Il y a vraiment une population qui est très semblable. Et donc, on a voulu faire un éclairage sur ces passages de l'un à l'autre. Et d'ailleurs, Maurice voulait vous recommander un livre qui s'appelle Migration colombo-vénézuélienne, un pasaje de ida y vuelta. Il est en espagnol, mais c'est intéressant de le lire. C'est un petit livre qui fait 70-80 pages et on le trouve dans une maison d'édition en ligne vénézuélienne qui s'appelle El Perro y la Rana, le chien et la grenouille. Et donc vous pouvez le télécharger et après traduire ce que vous voulez lire. C'est très intéressant de voir cette histoire entre le Venezuela et le Colombia. D'où cette table ronde spécifique. Non ? Après, on s'est dit aussi que de toute façon, les autres migrations vers d'autres pays allaient apparaître dans les questions, notamment la question du Darién et notamment la question des Vénézuéliens vers l'Équateur ou vers le Chili, qui va apparaître et qui est plus récente quand même que celle entre la Colombie et le Venezuela. Lo que estaba diciendo es que, ¿por qué decidimos esa mesa redonda específicamente? Je ne traduis pas? Je traduis? Que por qué esa mesa redonda específica entre migración venezolana y colombiana. Primero porque es una migración que es muy antigua, desde que empezó Colombia en realidad, como lo vimos y como lo demostramos, ¿no? Que además realmente el pueblo venezolano y colombiano son muy parecidos. Es cierto lo que decía Hernando, no hay una sola familia en Venezuela que no tenga un familiar colombiano. Es impresionante, no solamente en Caracas, donde hay varios millones de colombianos, sino en toda Venezuela. En el pueblo más chiquito de Venezuela, usted habla con una familia y tiene un familiar venezolano, colombiano. Entonces hay esa historia, ¿no? Y además también por la recurrencia y la masificación de esas migraciones. Después pensamos que, claro, que no se puede hablar de todas las migraciones de Colombia hacia todos los países porque estaríamos aquí un mes hablando, sinceramente, porque es muy interesante ese trabajo, ¿no? Y entonces pensamos que después las demás temáticas hacia, por ejemplo, migración venezolana hacia Ecuador o Chile iban a surgir en las preguntas y es lo que va a pasar. Y ahora vamos a hablar del Darién, que voy a dejar a los compañeros que hablen, que en el al Darién llegan africanos para subir hacia Estados Unidos. Entonces son africanos y de todo, y coreanos y de todo. O sea que es un asunto muy complejo. Y les paso la palabra. Oui, je ne sais plus où on en est en fait. Non, le Darién en fait. Non, il y a eu plusieurs questions, vous l'avez saisi, qui se recoupent. Par exemple, le rôle des États-Unis. Évidemment qu'il est important pour les États-Unis. Il ne s'agit pas d'anti-américanisme primaire, entendons-nous bien, il s'agit d'analyse politique de ce qui se passe en Amérique latine. La répression en Colombie a toujours été appuyée par les États-Unis. En 1962, c'est un général américain, dont j'ai oublié le nom, que je pourrais retrouver, qui conseille au gouvernement vénézuélien de l'époque de créer des groupes paramilitaires. Les groupes paramilitaires, ils naissent avec les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui, avec le plan Colombie, perpétuent la politique de répression en Colombie. Donc les États-Unis sont directement impliqués dans le drame colombien et donc dans la migration des Colombiens. Le Venezuela, je vais pas revenir dessus, j'ai abordé rapidement le sujet. L'effondrement économique du Venezuela, c'est la politique des États-Unis. C'est-à-dire qu'en réalité, cette vague migratoire de Vénézuéliens, les 7 millions de Vénézuéliens, c'est la responsabilité directe des États-Unis. Après, où il y a un paradoxe, c'est qu'il y a un certain nombre de pays dans les années, souvenez-vous, lorsqu'est arrivé le président imaginaire Juan Guaidó au Venezuela. Rappelez-vous, pour ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu la situation, vous avez une ville frontière qui s'appelle Cúcuta. C'est depuis Cúcuta qu'un certain nombre de présidents, le président chilien, Sebastián Piñera, le président paraguayen, Benito Abdo, le président colombien,
de l'époque, le secrétaire général de l'Organisation des États américains, appelle les Vénézuéliens à quitter le Venezuela. Vous avez le président Sébastien Piñera qui dit « Nous sommes prêts à accueillir tous les migrants vénézuéliens qui veulent quitter ce pays, cette dictature ». Et il y a un effet boomerang, c'est qu'effectivement, il y a une migration massive, en particulier au Chili, et que d'un seul coup, les gouvernements... Parce que la logique, c'était quoi? C'est que Maduro va tomber rapidement. Et donc, on crée une crise humanitaire, Maduro tombe et vous allez rentrer dans votre pays. Sauf que Maduro n'est pas tombé. Et que donc ces pays se sont retrouvés avec une vague migratoire. Alors le cas spécifique, c'est le Chili. Et là, je vais peut-être choquer d'entre vous, mais cette vague migratoire a effectivement été accompagnée d'une vague d'insécurité. Parce que vous avez un certain nombre de Vénézuéliens qui n'ont pas pu s'insérer au Chili et qui n'ont eu pour survivre des activités en marge. Et donc il y a en ce moment au Chili, l'un des thèmes principaux de la politique chilienne, c'est la sécurité. Et c'est en particulier le rôle des migrants, et en particulier des migrants vénézuéliens, dans l'insécurité. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet boomerang. Et l'effet boomerang, il est d'autant plus terrible que, par exemple, aujourd'hui, les États-Unis qui ont favorisé la migration des Vénézuéliens sont en train de les renvoyer. J'ai vu ce matin, en regardant un petit peu ce qui se passe, il y a 100 Vénézuéliens qui sont à Guantanamo. C'est-à-dire des gens qui ont quitté le Venezuela à cause de la politique des États-Unis, qui sont partis aux États-Unis et qui aujourd'hui, depuis les États-Unis, partent vers Guantanamo. Et donc là, il y a une analyse géopolitique à faire. Après, sur le Darien, alors c'est aussi un thème sur lequel je vais peut-être un peu vous choquer, mais c'est devenu aussi une industrie de la migration. Avec des effets extrêmement pervers. Je vais très très vite sur le sujet, parce qu'on est pris par le temps. Il n'y a jamais eu, tu l'as dit, Gloria, je suis en train de chercher la référence. Il n'y a jamais eu autant de migrants en Colombie. Mais ce n'est pas uniquement des Colombiens, c'est des gens qui viennent de Cuba, de Haïti, du Congo, du Népal, du Pakistan, même de Syrie. Et il y a une industrie qui est mise en place. Alors il y a une jungle qui s'appelle la jungle du Darien. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était une jungle absolument impénétrable. Et j'en parle en connaissance de cause parce que lors de mon premier voyage en Amérique latine en 1973, on ne pouvait pas passer par le Darien. J'avais réussi à passer avec des pêcheurs dans la côte. Aujourd'hui, il y a quasiment une autoroute migratoire, mais dans des conditions apocalyptiques pour les migrants. Vous avez en 2022, il y a 250 000 personnes qui sont passées par cette jungle dans laquelle on a réussi à offrir des passages dans des conditions extrêmement précaires, dans des conditions dramatiques. En 2023, 360 000 personnes. En 2024, 300 000, des Haïtiens, des Vénézuéliens, des Africains, blablabla. Alors, cette route migratoire, elle a été prise en main par des narco-paramilitaires, les autodéfenses gaétanistes de Colombie. On attire là des migrants potentiels par Facebook, par WhatsApp, par TikTok. Là, il y a une route. Et vous avez ensuite, les gens arrivent là, et c'est un véritable racket. Et effectivement, ce n'est pas des pauvres qui passent par là. Vous arrivez avec l'OPNI, qui est la première étape, ça va vous coûter $350 pour aller jusqu'au premier village, qui est encore colombien, pour commencer à traverser la frontière. Et puis ensuite, vous avez tout un système qui s'est mis en place. Par exemple, imaginez que vous arrivez avec votre lit, pour manger une ration de riz, haricots, morceaux de viande, c'est $15. Une bouteille d'eau, $5. Un hamac, $10. On vous fournit un guide pour $170. On vous fournit une personne pour porter vos bagages pour $100. Un arroz con pollo, un riz avec du poulet, c'est $10. Le kit spécial, vous avez un kit spécial tout inclus avec les bottes, la tente, etc., $500. Et au total, en fait, il vous faut 600, 800, $1000 pour passer par là, dans des conditions absolument terribles. Le président Gustavo Petro, il a estimé, il n'y a pas si longtemps, que ça rapportait aux narco-paramilitaires $30 millions par an. C'est moins dangereux que le narcotrafic, et ça rapporte plus. Le bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est en 2023, 140 morts. Le bilan, c'est en 2022, une cinquantaine de morts, et en 2024, 55 morts. Et puis là, suite à l'arrivée de Trump, d'un seul coup, d'abord, il y a une forte pression sur le gouvernement du Panama, qui est le pays où arrivent les gens qui sortent du Darien. Il y a une très très forte pression. Et donc, le gouvernement panaméen a mis déjà depuis maintenant plusieurs mois une politique très restrictive à la sortie du Darien. Et puis là, avec les mesures de Trump,
d'un seul coup, tout ce trafic s'est effondré totalement, puisqu'il n'y a plus que 5% du trafic initial qui fonctionne encore aujourd'hui. Mais ça a été, le Darien, ça restera comme une des grandes tragédies des routes migratoires. El tema que usted tocó es un tema que da para hablar, además me encanta. Pero rápidamente, mire, ayer el compañero Polemil casi que se preguntaba por qué la oligarquía colombiana es como es, porque es tan violenta. No, yo no conozco otra oligarquía tan violenta como la colombiana, ni Israel. No sé qué genes le metieron a la oligarquía colombiana, no lo sé. Lo que yo sí sé es que en 1946 Colombia fue el primer país del continente de América Latina que hizo un tratado militar con Estados Unidos. Que en 1950 fue el único país de América Latina que estuvo en la guerra de Corea bajo la bandera norteamericana, etcétera, etcétera, etcétera. Luego llegaron, que es clave para nosotros, llegaron los Kennedy, el presidente Kennedy tan simpático junto con su hermano que tuvieron muy simpático, y le impusieron al continente algo que vive hasta el día de hoy, que es la doctrina de la seguridad nacional. Ningún país en América Latina la ha impuesto sin tener una dictadura como Colombia. Y está vivita está todavía el día de hoy. Cuando lo imponen los Kennedy, la doctrina de la seguridad nacional, que es buscar al enemigo interno, ¿Qué pasó? no. No pasó nada, sí. Esa es la doctrina de la seguridad nacional, buscar al enemigo interno. Porque los ejércitos estaban antes de esto preparados para enfrentar a un enemigo externo, que era la Unión Soviética. Cuando llega la Revolución Cubana, se dan cuenta que el enemigo está dentro, no está afuera, y crean la doctrina de la seguridad nacional, que llena América Latina de dictaduras, entre esa la chilena. Pero como repito, Colombia fue el primer país que oficialmente instauró la doctrina de la seguridad nacional. Kennedy fue a Colombia directamente a hacerlo. ¿Por qué? No tengo ni idea. Donc le thème que vous avez soulevé est un thème dont on pourrait parler pendant des heures, des jours, des semaines. Paul-Émile Dupré se posait la question hier, il disait mais pourquoi l'oligarchie colombienne est-elle si violente? C'est la plus violente de toute l'Amérique latine et donc du monde même, et même plus violente encore qu'Israël. Quels sont les gènes de ces Colombiens, de cette oligarchie colombienne? En fait, on pourrait donner quelques faits. Non, en 1946, la Colombie est le premier pays d'Amérique latine qui signe un traité avec les USA. En 1950, c'est un traité militaire avec les USA. En 1950, c'est le seul pays qui va participer à la guerre de Corée sous un drapeau états-unien. Et puis ensuite, on a l'arrivée de ces sympathiques Kennedy, le président et son frère, qui vont développer, imposer la doctrine de sécurité nationale, qui vont l'imposer à tous les pays d'Amérique latine. Et la Colombie est le pays qui l'a imposé de la meilleure façon possible. C'est-à-dire que là, on a commencé à chercher des ennemis internes. Avant, on avait un ennemi externe qui était l'Union soviétique, mais maintenant, à partir de ce moment, avec la révolution cubaine, ils se sont rendus compte, en tout cas, ils ont pensé que l'ennemi était interne, à l'intérieur. Et donc, les pays se sont mis à poursuivre les ennemis internes, et les États-Unis ont multiplié, développé les dictatures en Amérique centrale, en Amérique latine. Voy rápidamente. Mire, en Colombia se impuso tan fuerte la doctrina de la seguridad nacional y la oligarquía es tan violenta. Voy a hacer una comparación que es muy fea porque hay que hablar de muertos, de asesinados y desaparecidos políticos. En 16 años que duraron las dictaduras de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, 6 países. Esas 6 dictaduras cometieron la misma cantidad de crímenes y detenidos desaparecidos que un presidente colombiano en 4 años. La única excepción ha sido esa. De resto, todos, desde los años 60 hasta ahora, han cometido esa cantidad de crímenes. Lo que hicieron
y discúlpeme por la comparación, lo que hicieron 6 dictaduras durante 16 años, lo hace un presidente colombiano en 4 años. Je vais donner des chiffres qui ne sont pas très sympathiques parce que c'est pas très éthique de comparer les morts, mais l'application de la doctrine de sécurité et sociale par la Colombie, la violence avec laquelle la Colombie l'a appliquée, fait que en 4 ans, un seul président a éliminé, fait disparaître, tué, assassiné autant de personnes que 6 dictatures d'Amérique latine, l'Argentine, le Chili, la Bolivie, le Paraguay, l'Uruguay et le Brésil. 6 dictatures ont fait disparaître et assassiner autant de personnes pendant 16 ans, autant de personnes qu'un seul président en 4 ans en Colombie, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. La seule exception, c'est le président Petro, mais tous les autres présidents de la Colombie ont participé de ces assassinats et de ces disparitions forcées. Y rápidamente, sí, algo que es lo que más me muerde la lengua. Sí, hay una cuestión que ha sido clave en la violencia en Colombia en las últimas épocas y que le ha tocado a toda la América Latina, y es el narcotráfico. Le hablé de la marihuana, luego pasé por encima de la cocaína. Pero mira, los carteles no existían hasta que los inventó Ronald Reagan, teniendo vicepresidenta George Bush. Estalló, que es un tema que también Maurice conoce bien, la guerra antisandinista contra el gobierno de Nicaragua. Como el Congreso le prohibió a Reagan dinero para hacer operaciones encubiertas, Reagan y Bush no encontraron otra manera sino de hablar con la mafia colombiana, que no era mafia ni tenía el poder que llegó a tener en los años 80, para que la mafia le entregara cocaína a la CIA la llevaba hasta los Estados Unidos, en aeropuertos militares, la vendían en los barrios pobres y con ese dinero le compraban armas a la contra nicaragüense. John Kerry, que fue secretario de Estado de Obama en 1986-87, hizo una investigación y todo eso está allí, clarito, en donde dice: nosotros hicimos terroristas, hicimos mafia a los traficantes de marihuana en Colombia. Está en el documento, eso además es público. Lo que pasa es que había otro escándalo más grande que tapó eso, el Irán Contras, que fue un escándalo tremendo, que era la venta de armas de Estados Unidos a un enemigo que era Irán, pasando por otro enemigo más grande, Irán, que era Israel, pero Estados Unidos como hace todos los negocios que sea, y eso tapó ese escándalo. Pero esta negociación de cocaína por armas salió del Consejo Nacional de Seguridad de Ronald Reagan con el señor Bush. Y ese problemita no lo dejaron hasta el día de hoy, esta violencia. Porque entre lo que ellos dijeron es que fueran los israelíes, que fueran los ingleses, que fueran los gringos a preparar a los narcotraficantes en cuestión de terrorismo y todos los paramilitares en técnicas modernas. Ese problemita no lo dejaron, esos par de hijos de su madre y todo ese equipo que tenían en el Consejo Nacional de Seguridad. Donc en fait, il y a une question clé, c'est la question du narcotrafic pour la Colombie, mais pas que pour la Colombie, pour toute l'Amérique latine. En fait, les cartels de la drogue, tels qu'on les a connus, n'existaient pas avant, hein. C'est Ronald Reagan qui les a créés. Et il les a créés pourquoi? Parce que le Congrès des États-Unis ne lui donnait pas les mains libres pour pouvoir financer notamment des actions, les actions contre les sandinistes au Nicaragua. Et donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont contacté la mafia colombienne, on ne pouvait pas appeler mafia à l'époque, non? Ils ont demandé aux Colombiens de fournir de la cocaïne à la CIA. Cette cocaïne arrivait dans les avions, avec des avions militaires aux États-Unis. La CIA vendait cette cocaïne aux pauvres, et avec ça, elle a financé la contrat du Nicaragua qu'on connaît bien. Hein. Et donc, tout ça, on peut le dire parce que John Kerry a fait une investigation en 1990 où il a démontré cette mafia avec les trafiquants et cet échange de cocaïne contre les armes pour
pour déstabiliser par exemple le Nicaragua. Pourquoi on n'en a pas autant parlé? Parce qu'à une époque, il y a eu un autre scandale, encore plus grand, qui a couvert ce scandale, c'est l'Iran-Contra, c'est-à-dire que la vente d'armes par Israël à l'Iran, qui a caché ce scandale des contrats du Nicaragua. Et c'est directement le Conseil de sécurité de Reagan qui a organisé tous ces trafics. Et en fait, ensuite, les Israéliens, les Anglais, les Européens sont allés former les paramilitaires et les narcos, justement, en Amérique latine. Oui, il reste une question à laquelle on n'a pas répondu, c'est votre question sur l'actuelle politique de Donald Trump par rapport aux migrants. Bon, vous en savez autant que nous. Là, il y a en ce moment une vague d'expulsion massive de migrants, avec une pression sur les pays, alors à la fois sur les pays d'origine et sur les pays intermédiaires. Alors sur les pays d'origine, il y a un certain nombre de pays qui acceptent évidemment de recevoir leurs ressortissants qui sont des États-Unis. On a vu l'une des premières conséquences de cette politique de Trump brutale, extrêmement brutale. Ça a été la très grosse crise entre la Colombie et les États-Unis. Lorsque les États-Unis ont prétendu envoyer 2 avions militaires avec des migrants colombiens, le président Gustavo Petro a dit on veut qu'ils rentrent dans des conditions dignes. Donc la crise elle a été très très brève. Le Venezuela envoie des avions civils récupérer ses ressortissants expulsés. Ce qui, entre parenthèses d'ailleurs, est une certaine victoire politique parce que la compagnie nationale vénézuélienne convient à ça normalement est sous le coup de sanctions et ne peut pas atterrir aux États-Unis. Et là, elle atterrit aux États-Unis. Et puis ensuite, vous avez les petits pays intermédiaires comme le Panama, comme le Guatemala, comme le Costa Rica, sur lesquels les États-Unis sont en train de faire des poissons énormes et qui effectivement vont devenir des pays. Le Panama vient d'accepter de recevoir des migrants panaméens, mais de toutes les nationalités, qui seront expulsés par les États-Unis. Pour le Costa Rica, c'est pareil. C'est un certain nombre de pays qui n'ont pas la capacité de résister. Et donc la situation va sans doute être extrêmement critique dans les mois ou les années qui viennent, on va voir, à la fois pour les migrants, mais aussi pour ces pays. Il y a un pays, par exemple, qui est en première ligne, qui est le Mexique. On reproche souvent au Mexique d'avoir une politique répressive sur sa frontière sud. Le Mexique n'est pas un pays riche, et le Mexique se retrouve pris entre le marteau et l'enclume, avec des migrants qui veulent arriver aux États-Unis qui n'y arrivent pas, et qui restent au Mexique. Et donc, là, vous avez aussi un problème d'accueil de la part des Mexicains. Donc, on va avoir une situation extrêmement compliquée. Et en fait, excusez-moi, je ne sais pas si je vais faire la conclusion. Je crois qu'aussi alors, j'accompagne votre combat pour l'accueil des migrants, on ne se trompe pas, mais je crois que le mot d'ordre, qui devrait être l'équivalent, c'est il faut que les latinos, mais aussi les Africains, tout ça, puissent vivre dignement et travailler dans leur pays. Ça fait partie d'un double combat. Non, ne hochez pas la tête. Hochez pas la tête. Non, c'est pas deux sujets différents, c'est 2 sujets qui vont ensemble. C'est 2 sujets qui vont ensemble. On ne peut pas se contenter, excusez-moi, je vais être brutal, on ne peut pas se contenter de pleurer sur le sort des migrants si on ne dénonce pas les causes qui les font partir. Il faut faire des normes. Je crois que maintenant, on est arrivé à la fin, aux 2 sens. À savoir que c'est terminé et que nous avons faim. Voilà. No, sí, yo sé que el compañero, yo creo, ya se terminó la charla, yo creo que hay un país que lo veo hasta ahora, que tiene la doctrina de la seguridad nacional como con Colombia, hasta aquí, Chile, desgraciadamente. Je crois qu'il y a un pays qui applique la doctrine de sécurité nationale de la même façon, avec la même brutalité que la Colombie, c'est le Chili.